Accepter un ordre ne signifie pas nécessairement être manipulé, cela dépend du point de vue et de la conscience de celui qui le reçoit. Refuser un ordre peut également être considéré comme de la manipulation. Accepter un ordre revient plutôt à choisir qui ou quoi va nous manipuler. Dans tous les cas, l'humain reste manipulé. La question réelle devrait être de savoir si cette perception spirituelle du monde nuit à notre bien-être. Si ce n'est pas le cas, cela importe peu. Si cela nous nuit, il faut remettre en question cette vision. Si le soleil crée l'organisation interne et le désordre externe, est-ce que les trous noirs créent le contraire? Le trou noir est un soleil extrêmement bien organisé et qui conserve sa lumière. Il engendre les étoiles de neutrons avant d'éclater et projeter ses constituants dans le cosmos. Certains trous noirs sont si massifs que leur gravité fait 360 degrés de courbure. Ils sont donc parfaits et ne peuvent plus éclater. Est-ce que la société se dirige vers une utilisation accrue des robots pour libérer l'homme du travail? Peut-être, mais cela nécessiterait que la majorité des personnes de 40 ans et plus soient décédées. Le déséquilibre doit rester inévitablement présent, car l'être humain, en cherchant à harmoniser les choses, tend vers sa propre destruction en épuisant les ressources énergétiques. Il est peut-être nécessaire d'avoir une société robotisée, car ceux qui ont le pouvoir sont majoritairement âgés de 40 ans et plus et refusent le 9. Cependant, cela pourrait prendre entre 60 et 80 ans pour que cela se réalise complètement. En attendant, il est possible de former de petites micro-sociétés robotisées. Les personnes créatives ne sont pas nécessairement ouvertes aux idées neuves, mais elles ont besoin de voler des informations aux autres pour maintenir leur créativité. L'instantanéité est la vitesse maximale pour se déplacer entre les corps, et l'ajusteur de pensée ne rectifie pas les événements, c'est l'intelligence qui le fait. Une parole juste et une voix juste ont des effets sur la structure atomique et peuvent guérir les corps physiques. La relation entre les faisceaux et les marques est spécifique à chaque individu. La question de savoir si l'intelligence est la même que la manipulation de certaines situations est abordée. L'intelligence est déléguée à travers l'astral et se manifeste à travers l'homme, mais son expression peut ne pas correspondre exactement à ce que l'intelligence avait voulu. L'adjusteur de pensée est un mécanisme qui ajuste la pensée en filtrant et en corrigeant les déviations lors de la communication. L'ego peut être déçu par une manipulation intelligente. On ne peut pas refuser de jouer au jeu de la réponse, car on n'a pas de libre arbitre. L'antimatière n'est pas rien, elle est constituée d'atomes qui peuvent entrer en collision avec la matière, produisant de l'énergie. Il y a une recherche active sur l'antimatière dans le domaine scientifique. L'espace occupé par l'antimatière est soumis aux mêmes lois que la matière. L'homme est composé de matière dans un temps physique et dans un espace limité. Il existe différentes forces dans l'univers, telles que la force gravitationnelle, la force électromagnétique, la force faible et la force forte. La force christique est une force plus puissante que la force forte connue des astrophysiciens. Elle a la capacité d'assembler la lumière, l'énergie et la matière. Cette force se trouve à l'intérieur des constituants. Des quarks, qui donnent naissance à toutes les formes de nucléons. La force christique engendre la structure atomique ainsi que toutes les forces qui en découlent, y compris la gravité, également appelée attraction ou amour. La force milkicédienne, quant à elle, n'est pas une force mais plutôt un catalyseur d'évolution, un espace-temps différent. Elle représente un lien entre deux soleils où la distance entre eux est déterminée par le temps que prend la lumière pour parcourir cette distance. 1. Melchizedek est un pont entre deux soleils, permettant un voyage à travers l'hyperespace. Ce concept peut sembler complexe, mais il illustre comment un voyage spatial entre deux points nécessite de rester dans le canal photonique pour continuer à voir l'objectif. Dans ce texte, l'auteur évoque l'idée de voyager dans l'espace à l'aide de données intuitives plutôt que de photons. Il parle également de la force melchizédienne, qui serait une sorte de redresseur de temps permettant aux substances évolutives d'évoluer plus rapidement en contournant la courbure de l'espace-temps. Le Melchizedek n'est pas une force en soi, mais un rectificateur de courbure. Les forces melchidiennes sont en train de s'adapter pour rectifier de manière efficace les courbures. Leur rôle serait de permettre une compréhension immédiate lorsqu'on leur parle. Il n'est pas question d'une intervention extraterrestre, mais plutôt d'un phénomène extraterrestre permettant de rectifier les courbures spatio-temporelles. Elle évoque également l'idée d'un séminaire où il aborderait ces concepts, où l'intelligence et l'infrastructure énergétique seraient appliquées afin de perdre l'objectif pour ensuite le retrouver.
L'auteur fait une analogie avec un vaisseau spatial qui se déplace en ligne droite mais qui suit en réalité une courbe. Finalement, il évoque la possibilité de réintégrer le faisceau qui arrive chez quelqu'un après un voyage direct. Au départ, l'individu recherchait un état spécifique, mais il a emprunté un chemin totalement imprévisible qui n'a aucun sens pour l'ego. Des forces malexédiennes interviennent, mais elles servent l'homme sans avoir de lien avec la télépathie. Cependant, elles permettent une communication plus rapide et directe, en contournant l'ego et en atteignant directement le niveau vibratoire de l'astral. Cette communication melkisadienne ne peut être utilisée qu'avec des individus capables de la supporter car elle peut être dommageable pour ceux qui ne sont pas prêts. Il y a un lien avec l'intelligence qui descend des différents plans, et la force melkisédienne travaille pour cette intelligence, facilitant la transmission directe d'informations. Cependant, il est important que les personnes soient capables de supporter cette communication. La résorption des mémoires de Jésus par un Melchizedek planétaire est une mission qui peut prendre du temps en raison du grand nombre d'individus impliqués, mais cela permet à ces mémoires de retrouver plus rapidement leur place appropriée. La tâche est presque accomplie, bien qu'il reste quelques mémoires errantes dans certaines zones et personnes. Le Melchizedek a un rôle dans l'exécution de cette mission, car il est lié à un ordre et est responsable de son accomplissement. Les forces melchizédiennes fonctionnent selon des hiérarchies et ont des fonctions spécifiques. Dans cette discussion, l'auteur exprime son opposition aux hiérarchies et explique que les hiérarchies Melchizedek sont inférieures aux forces michaéliennes. Les Melchizedek planétaires sont formés par le refus d'un être humain d'accepter sa fusion avec son double éthérique. Ceux qui refusent deviennent des serveurs de l'homme, de l'intelligence, de l'évolution, de l'ascension, de Michael, de Jésus, du Nazaréen. Les mémoires de Jésus doivent être résorbées par un Melchizedek planétaire qui doit être suffisamment ajusté au corps physique planétaire pour permettre la résorption en fonction de la psychologie de l'âme, des mémoires de Jésus et du contact avec un ajusteur de pensée. La médecine électronitaire est nécessaire pour empêcher que la résorption ne se fasse pas correctement. Le Melchizedek planétaire n'a pas de libre arbitre et est un serveur sans valeur personnelle à développer. Les mémoires jésuasiques auront un effet désastreux sur la religion catholique, mais la religion continuera d'exister tant qu'il y aura des religieux, bien que cela va décentraliser et sectariser les choses. Le pape et la vente de son trône n'auraient plus de réalité pour la plupart des chrétiens, des catholiques et des autres si cela se produisait. Cela entraînerait une décentralisation et de nombreux petits papes émergeraient. Le Hanging Rock en Australie est un lieu interdit pour une raison inconnue. Il y a des portes tributaires de l'île de Park qui protègent la capitale mondiale du bouddhisme à Lhasa, au Tibet. L'Australie regorge de peuplades typiquement australopithèques et offre une excellente opportunité de retracer l'histoire de l'humanité depuis la Lémurie. Il y a plusieurs énergies particulières en Australie, mais cela dépend de qui les visite. Il est difficile de mettre fin à un harcèlement astral lorsque l'on n'a pas encore l'autorité mentale. L'intentionnalité pure n'est pas une qualité en soi et peut être qualifiée différemment. Discerner l'instantanéité pure de l'intentionnalité pure est différent de la cerner. Il est difficile de répondre aux questions sur l'intentionnalité pure et ses actions virtuelles car cela nécessite un langage spécifique comme le langage d'oiseau ou le langage génépathique. L'homme n'est pas conscient de l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience, car il devient cela. Le cerveau de l'homme a besoin de mots pour comprendre, mais au niveau de l'intentionnalité pure, les mots n'existent plus car ils ne sont plus nécessaires à la compréhension. L'ego cherche à comprendre et utilise l'énergie pour créer des formes qui contiennent d'autres énergies. Information. L'énergie de l'information ne sert pas à énergiser l'humain, mais plutôt à le informer. Lorsque l'humain est suffisamment énergifié, il n'a plus besoin de mots ou de poser des questions. Sa vie devient plate mais merveilleuse. Les Melchizedek ne sont pas des êtres réactionnels et ne jouent pas de rôle dans l'univers. Job, du livre de la Bible, n'a pas développé sa simplicité, mais il était saint. Il s'est réincarné plusieurs fois mais n'est pas encore réincarné actuellement. Il recherche sa nouvelle incarnation. Le savoir instantané et la conscience sont différents, la conscience est un phénomène astralisé qui permet d'objectiver et diagnostiquer le savoir. L'humain n'est pas conscient du savoir mais sait qu'il est conscient. En ce qui concerne l'Australie, il n'a pas encore prévu de voyage mais reconnaît que l'énergie y est différente pour ceux qui la visitent. Certains phénomènes de conscience échappent encore à l'humanité. Le narrateur affirme que lorsqu'il visite des endroits tels que le nord du Québec, Montréal, l'Australie, le Pérou ou d'autres régions,
il est conscient que son expérience échappe souvent à ceux qui se trouvent là, sauf ceux qui le rejoignent. Il mentionne l'existence de régions ésotériques et occultes qui canalisent de l'énergie et créent des déséquilibres. En Australie, il trouve intéressant de pouvoir explorer des phénomènes de réincarnation qui ont des liens avec d'autres continents tels que l'Égypte et l'Amérique du Sud. Il mentionne également la possibilité de faire une descente aux enfers en Australie, où il est possible de vivre consciemment une expérience spirituelle intense. Il évoque des personnes célèbres qui ont tenté ce genre d'expérience au Pérou et au Mexique. Cependant, il souligne que ce type de visite conduit souvent à une régression au lieu d'une évolution spirituelle, brisant les formes de l'ego sans véritable transformation. Il explique qu'en Australie, sans drogue mais grâce à une visite initiatique et à certaines pratiques énergétiques, il est possible de rencontrer des êtres qui représentent ce que l'humanité était il y a des millions d'années. Il met en garde contre les dangers et les luttes auxquels l'individu peut être confronté lors d'une telle expérience, notamment des attaques d'animaux, des pilleurs et la mort dans la jungle. L'histoire parle d'un homme qui explore différentes régions de la Terre, confronté à des dangers tels que le froid extrême, la chaleur du désert, ou la faim et la soif. Il découvre également des peuples qu'il initie à certaines drogues, qu'il doit apprendre à transformer pour ne pas être drogué. Il doit aussi déchiffrer des langages inconnus. Il apprend l'existence de Thule, une société qui a été créée dans un passé lointain, dépourvue d'humains, dans le but de construire une nouvelle société sans les problèmes causés par l'animal humain. Il évoque également la possibilité de voyager dans le passé, de rencontrer des hommes des cavernes et de revivre des expériences passées. Il insiste sur la différence entre la simple observation de souvenirs du passé et une immersion complète grâce à la respiration des émanations présentes. Il mentionne également d'autres endroits sur Terre où cela est possible. Cet extrait exprime l'idée que certaines régions du monde, comme le Québec, l'Amazonie, le Mato Grosso, l'Himalaya, ont des caractéristiques uniques et fascinantes. Il mentionne aussi la présence supposée de créatures légendaires, telles que les cyclopes et les Sasquatch. L'auteur souligne que ces lieux ne conviennent pas à l'occidental moyen en raison de leur manque d'infrastructures technologiques. Il soutient que l'homme nouveau devra créer sa propre société, peut-être sous des dômes avec une technologie différente, afin de vivre dans un monde sans prédateurs ni autres humains. L'auteur critique également l'idée de valorisation personnelle et de créativité, affirmant que l'humain n'est pas créatif, mais plutôt réactionnel, et que la hiérarchie est établie par la génétique. Il conclut que l'objectif de l'évolution de l'intelligence n'est pas de dominer les autres, mais d'être éloigné des problèmes et de trouver sa propre place. Enfin, il aborde la question du travail, affirmant que le but ultime serait de créer des synergies où le travail se ferait sans l'intervention de l'homme ou de la femme. Il est important de reconnaître que l'ordre et l'organisation nous reviennent naturellement. Cependant, il est aussi nécessaire de comprendre que nous ne pouvons pas échapper complètement aux conséquences de nos actes. Si certains choisissent de faire le bien, d'autres peuvent choisir de semer le désordre et de souffrir. Tant qu'il y aura des êtres humains qui feront de tels choix, il y aura du désordre dans lequel ils seront les premiers à pâtir.